L'hebdo politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo politique sur Sensation, diffusée également sur BPM, la radio du Montois. Ce soir, je reçois l'adjoint PS de la ville de Trappes et conseiller communautaire à l'agglomération de Saint-Quentin, Ali Rabé. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Ali Rabé, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez 32 ans, vous êtes fils de Marocains arrivés en France, j'ai vu dans les années 60. Très tôt, vous militez en politique, d'abord au sein de l'UNEF, lors de vos études universitaires et puis au mouvement des jeunes socialistes. En 2006, vous prenez la tête des MJS dans le département et en 2008, vous êtes élu au conseil municipal de Poissy, derrière le maire socialiste Frédéric Richard. Puis en 2011, vous accédez... Bernard, pardon. En 2011, vous accédez à des responsabilités nationales en devenant le bras droit du porte-parole du PS, Benoît Hamon. C'est le début d'une grande collaboration qui se continue encore, vous allez nous en parler j'imagine. Vous le suivez dans ses différents cabinets de ministres, à l'économie sociale et solidaire à Bercy et puis à l'éducation nationale. Et en 2012, vous êtes son directeur de campagne pour les législatives. Encore le fief de Benoît Hamon. Vous serez d'ailleurs de nouveau dans son équipe il y a quelques mois lors de la campagne des présidentielles où il sera battu, on l'a dit ici, dès le premier tour. Précisons enfin que vous êtes adjoint à la jeunesse et au sport du maire de Trappes depuis 2014 et également, je le disais, élu au conseil communautaire de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. L'hebdo politique, Véronique de la Maisonneuve. Mais votre actualité, Ali Rabé, c'est que vous êtes depuis quelques jours à la tête du PS des Yvelines, suite à la démission voulue par le Bureau national de Sandrine Grandjambe, qui a choisi de siéger depuis juillet avec les élus Europe Écologie Les Verts au Conseil régional d'Île-de-France, aux côtés de Benoît Hamon d'ailleurs. Étant numéro 2, vous êtes donc passé forcément premier, conformément au statut du parti. Est-ce que ça veut dire que c'est la tourmente chez les socialistes yvelinois ? Bon, je ne peux pas dire que chez les socialistes en général, au niveau national comme au niveau local, ce soit la grande forme. En revanche, la direction nationale a pris une décision qui, à mon avis, d'ailleurs est de mauvais augure pour l'avenir, c'est de demander à un certain nombre d'élus socialistes, on parlait de Sandrine Grandjambe, la responsable départementale du Parti socialiste, mais également, on peut citer Aurélie Filippetti, par exemple, l'ancienne ministre, qui a été de fait démissionnée d'office. Parce que le PS considérait que, en prenant la décision de quitter le groupe présidé par Carlos da Silva, un conseil régional socialiste, Sandrine Grandjambe se mettait de facto en dehors du Parti socialiste. C'était pas son choix. Son choix, c'était de dénoncer un mode de fonctionnement d'un groupe à la région qui ne lui correspondait pas. Elle l'a formulé clairement. Elle a présenté son choix devant les militants socialistes au niveau fédéral. Et elle a décidé de se mettre elle-même en retrait. Elle contestera éventuellement, si elle le considère utile, la décision de la direction collégiale du Parti socialiste. Mais en droit et du point de vue de nos statuts, cette décision n'est pas fondée. Parce qu'elle n'est pas l'émanation de la direction de la Commission nationale des conflits, qui est la seule habilité à exclure, en l'occurrence des dirigeants, puisque Sandrine Grandjambe en est une. Et surtout, il n'y a pas eu de respect du principe du contradictoire, puisqu'elle n'a pas pu présenter de défense. Et on est dans un état de droit, avec des partis qui ont des statuts, et une juridiction qui est le tribunal administratif, en l'occurrence, qui peut juger de cela. Le fait qu'elle n'ait pas été entendue dans le principe du contradictoire est de nature à rendre cette décision contestable. À elle maintenant de juger si cette décision doit être contestée ou pas, devant nos tribunaux internes au sein du Parti socialiste ou devant les tribunaux tout court de la République. Maintenant, je pense qu'au-delà du droit, il y a des questions d'ordre politique qui sont de savoir si le Parti socialiste est à la hauteur de la mission qui est la sienne, dans le cadre de la recomposition nécessaire de la gauche. Est-ce qu'il rassemblera plus largement les socialistes, qui aujourd'hui sont plus nombreux dehors que dedans ? On a le sentiment qu'il y a plus de socialistes quand même dans la nature que de socialistes au Parti socialiste. Donc l'enjeu pour Sandrine Grandjambe, pour Aurélie Filippetti et pour les très nombreux socialistes qui ont loyalement d'ailleurs fait toutes les campagnes du Parti socialiste depuis des années maintenant, c'est de savoir s'ils s'investissent au sein du Parti socialiste et si le parti leur laisse de la place. Alors vous êtes dedans, puisque vous dirigez le PS des Yvelines. Vous avez eu un moment, une envie de renoncer, de partir du PS pour suivre notamment Benoît Hamon, je le disais, avec qui vous êtes depuis très longtemps, ou même de ne pas accepter ce poste, qui est un poste... Oui, ça a été une vraie interrogation, ça l'est toujours. Au-delà de ma personne, je crois qu'il n'y a pas un militant du Parti socialiste aujourd'hui qui considère qu'il est naturel, qu'il va de soi, que l'avenir de la gauche française passe par le Parti socialiste. On le sait tous, ça a été formulé récemment par un ancien dirigeant qui est écarté de la vie politique depuis quelques années, Dominique Strauss-Kahn, mais on sait tous que le Parti socialiste, dans sa forme actuelle, ne peut pas être le creuset de la refondation de la gauche. Donc le sujet qui interroge chacun d'entre nous, c'est l'énergie qui est la nôtre, individuellement et collectivement,
Doit-elle être mobilisée? Comment doit-elle être mobilisée pour reconstruire et refonder la gauche, y compris la gauche socialiste, hein, parce qu'il y a plein de gens de gauche dans ce pays qui ne sont pas ni France Insoumise, ni d'extrême gauche, ni dans tel ou tel groupuscule, mais qui considèrent qu'il y a entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron un espace politique important qui doit être occupé par des militants, des dirigeants, des élus authentiquement de gauche, qui s'opposent frontalement et clairement à Emmanuel Macron, et cette gauche-là doit se reconstruire. Et est-ce qu'elle peut se reconstruire en février prochain au Congrès? Je crois que ça suffira pas. Ça doit être une étape de la reconstruction et de la refondation de la gauche, mais je ne crois pas que ça suffira. Ceux qui résument les enjeux pour la gauche française dans les 5 prochaines années à un congrès au mois de février ou mars se trompent lourdement. Déjà avant le mois de février ou mars, dès les semaines qui viennent, au mois de novembre et le mois de décembre, ça doit être un moment d'interrogation de la part des socialistes en interne, d'introspection sur nos responsabilités, individuellement et collectivement. Comment le quinquennat de 2012 à 2017 a-t-il pu dériver à ce point et contredire les discours et les messages qui ont pu être formulés au moment de la campagne présidentielle, notamment le fameux grand discours de François Hollande au Bourget. Beaucoup de socialistes sont orphelins depuis 5 ans déjà. Comme dirigeant, j'étais, vous l'avez dit, numéro 2 de la Fédération Socialiste des Yvelines, j'ai vu tout au long du quinquennat des militants partir, les sections se vider, et des militants parfois qui sont là depuis 40 ans, envoyer des lettres pour expliquer les raisons de leur départ, leur désarroi face à la politique menée par les différents exécutifs, en particulier quand Manuel Valls a pris les rênes de Matignon. Et ces réalités-là, on ne peut pas les nier et les balayer du revers de la main en se disant on oublie ça, on repart sur un congrès qui va durer 2 mois et demi, et au mois de février, le Parti Socialiste aura fait peau neuve, on repartira comme si de rien n'était, et on retrouvera naturellement la confiance des électeurs. Je crois que là, on est dans un temps politique où il n'y a pas de retour de balancier à attendre de la part des électeurs, notamment des électeurs socialistes. C'est pas la gauche puis la droite, puis la gauche puis la droite. Là, on est sur une formule nouvelle avec Emmanuel Macron, avec une gauche qui est complètement atomisée, et une droite incarné par François Hollande, François Hollande, vous voyez le lapsus que je fais, par l'enfant de François Hollande finalement, Ouais. par la créature de François Hollande qui est Emmanuel Macron et qui s'inscrit dans la continuité de ses politiques. On l'a compris, vous n'avez pas pu faire encore le bilan au sein du PS de François Hollande, Mais on du y quinquennat travaille. de François Hollande. On y travaille. Et vous avez fait le bilan de la défaite de Benoît Hamon, Bien sûr. sorti très largement devant aux primaires, et puis largement battu dès le premier tour au présidentiel. Pour moi, c'est l'épilogue, la campagne présidentielle. D'ailleurs, on pourrait en discuter, disserter longuement sur les différentes étapes de la présidentielle, des primaires à la campagne elle-même. Mais ça a bien montré que Donc c'est à c'est cause de l'épilogue d'un Hollande quinquennat. que Benoît Hamon a perdu? C'est pas à cause de Hollande que Benoît Hamon a perdu. C'est peut-être aussi à cause de Benoît Hamon qu'Hollande n'a pas réussi. J'en sais rien. On peut effectivement se renvoyer comme ça des procès. Oui. Je pense que c'est clairement pas les enjeux de la refondation de la gauche. Le sujet, c'est de savoir est-ce que les politiques menées par la famille socialiste dans son ensemble auraient permis la réélection d'un socialiste en 2017. Non seulement le président de la République, François Hollande, a été empêché de facto par son propre bilan de se représenter, son Premier ministre a perdu nettement dans un vote devant 2 millions d'électeurs une procédure de désignation et n'a pas respecté sa parole d'ailleurs au moment de la campagne présidentielle, ce qui a contribué à perturber notre électorat. Et donc la défaite de 2017 est une défaite logique. Et on l'a toujours dit, notamment ceux qu'on appelait les députés frondeurs, elle est logique. On a toujours dit, moi je me souviens avoir eu des débats enflammés pendant 5 ans dans les instances départementales du PS avec nos contradicteurs. On a toujours dit que le jour où si on devait couler, ce serait collectivement. Que personne ne pourrait, au sein de la famille socialiste, s'en sortir miraculeusement parce qu'il aurait eu la vérité révélée dès 2012. C'est pas le cas. Quand des contestations s'exprimaient, quand des désaccords forts s'exprimaient au Parlement, dans les fédérations, nous avons voté, nous souvent, des textes d'interpellation du Parti Socialiste, du gouvernement lui-même. Sur la loi El Khomri, par exemple, la Fédération des Yvelines, très majoritairement, a voté un texte d'interpellation grave au gouvernement, à la ministre Myriam El Khomri, à Manuel Valls. Mais nous l'avons rarement été entendus, ou jamais quasiment été entendus. Mais nous savions à ce moment-là, quand nous tirions la sonnette d'alarme, que personne ne serait préservé et qu'évidemment, nous, comme ceux qui assumaient ces choix, coulerions collectivement si à un moment donné les Français décidaient de nous sanctionner. C'est arrivé évidemment à l'occasion de la campagne présidentielle. Évidemment, je ne m'éternise pas sur les trahisons, les reniements, les parjures dont ont été responsables beaucoup au niveau national comme au niveau local. Alors maintenant, vous êtes à la tête de ce PS des Yvelines. Que faire? Vous nous dites qu'il n'y a plus personne, que Je dis pas qu'il y a très plus personne. peu, il y a beaucoup de gens qui sont partis, Oui, beaucoup de déçus, beaucoup d'orphelins, mais c'est encore le PS, Il y a ça une s'appelle vraie encore le énergie. socialisme. Non Donc seulement qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des électeurs déjà qui sont orphelins et qui cherchent à se retrouver autour d'une incarnation de la famille socialiste. Et ils ne sont pas orphelins, pardon, de Benoît Hamon qui a quitté le parti?
Ben moi, j'observe, vous avez peut-être vu là dans un sondage récent de l'Aris Interactive, qui confirme d'ailleurs les sondages de ces derniers mois, Benoît Hamon, qui a quitté le parti effectivement le 1er juillet, reste la personnalité de gauche préférée des sympathisants socialistes. Je ne vous parle même pas des sympathisants de gauche, je vous parle uniquement des électeurs PS, quand ils sont interrogés, hors contexte électoral, donc là on n'a pas de présidentielle dans 2 mois, ils répètent que la personne la plus importante à leurs yeux et qui aura le plus d'impact sur l'avenir de la gauche française, c'est Benoît Hamon, devant Bernard Cazeneuve, Christiane Taubira, etc. Donc ça en fait un élément de l'équation, Benoît Hamon. Benoît Hamon qui est toujours socialiste à mes yeux, qui n'est pas adhérent du Parti socialiste, mais croyez-moi, on peut être socialiste sans être adhérent du Parti socialiste. Et l'enjeu pour nous, ça va être de faire un peu ce qui a été fait dans les années 70. À la fin des années 60, la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, est en déliquescence. Mais la gauche a reconvergé avec François Mitterrand, avec Jean-Pierre Chevènement, y compris avec Michel Rocard un peu plus tard. Toutes ces familles et ces traditions de la gauche se sont parlées, ont convergé, ont oublié les sectarismes d'appareil, chacun avait sa chapelle, son petit parti, et tout ce beau monde a convergé lors du fameux congrès d'Épinay en 1971 pour refonder un parti socialiste vraiment ancré au cœur de la gauche, clairement en opposition à la droite à l'époque, il se disait anticapitaliste, et avec un leader qui a émergé, François Mitterrand, et ça a enclenché une dynamique de rassemblement de la gauche, le fameux programme commun, l'union de la gauche, avec les communistes. Donc il faut travailler à l'extérieur et à l'intérieur. Absolument. Vous êtes à l'intérieur et par exemple Benoît Hamon à l'extérieur et dans 5 ans... Peut-être que demain je serai à l'extérieur, peut-être que Benoît Hamon un jour sera à l'intérieur. Oui. Là j'ai plus de questions et d'interrogations à la direction nationale du PS, à chaque militant. Il faut qu'on fasse notre introspection individuelle. On a tous commis des erreurs, tous. Parce que 5 ans, c'est court. 5 ans, c'est très court. Mais en même temps, si on se met au travail, ça peut aller vite. On a un congrès qui arrive dans 3 mois, mais clairement, ce ne sera pas là que la solution sera trouvée. Mais déjà, et ce sera notamment l'objet de notre travail dans la Fédération des Yvelines, et c'est l'objet d'une mobilisation nationale du PS, il y a les fameux travaux de la refondation du PS qui sont en cours. Alors soit on se regarde le nombril et on explique qu'on est formidable, soit on est capable de faire ce qui a peut-être mal été fait en 2002 après l'échec de Lionel Jospin. Il faut faire l'inventaire de nos échecs. Il faut être capable de dire ce qui n'a pas marché quand nous avons été au pouvoir. Et pour une raison qui ne nous concerne pas uniquement nous, mais pour pouvoir se tourner vers les Français et reconnaître nos erreurs et nos fautes. Nous ne retrouverons pas leur confiance si nous ne sommes pas capables de nous remettre en cause profondément. Avant de passer aux questions locales, un mot quand même sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. J'allais dire qu'il débute, non, il y a déjà 6 mois de fait. Il est pas en forme dans les sondages, même si on le sait depuis longtemps que ça ne veut peut-être pas forcément dire grand-chose. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de présidence ? Il a réussi à rassembler, il est quand même arrivé à l'Élysée. Est-ce qu'on peut lui reconnaître ça ? Est-ce qu'on peut lui reconnaître de faire aussi certaines réformes que le pays attendait ? Le pays a besoin ? Il est parfaitement légitime, il a été élu président de la République. Donc le travail aujourd'hui qui est le nôtre, c'est d'analyser sa politique, de faire des contre-propositions et de s'opposer quand nous sommes en désaccord. Nous sommes en désaccord avec l'essentiel de la philosophie qui gouverne aujourd'hui notre pays. Le Premier ministre, issu de la droite traditionnelle, et le président de la République, finalement, sont faits du même bois. Ce sont des libéraux authentiques qui mènent des politiques de sacrifice des droits des salariés. On l'a vu avec la réforme sur la loi travail qui consiste à s'aborder un à un les acquis de 150 ans de lutte des salariés, des syndicats de salariés dans ce pays. Et finalement, les axiomes qui malheureusement ont beaucoup trop hanté d'ailleurs le quinquennat sortant, les axiomes libéraux qui consistent à déréguler le marché du travail, à fragiliser les salariés dans l'hypothétique mythe d'un retour de la croissance et d'embauche supposée de la part des chefs d'entreprise qui, si on sacrifiait le code du travail, accepteraient enfin d'embaucher. Je crois que ce mythe-là va vite se confronter au mur de la réalité. C'est le cas, vous évoquez les sondages, mais il n'y a pas besoin de regarder les sondages, il suffit de sortir dans la rue, d'interroger les gens qu'on croise tous les jours. Moi, je suis adjoint au maire à Trappes et les gens nous parlent spontanément dans la rue, dans les marchés, quand on les croise, quand on va acheter son pain chez la boulangère. Les gens ont vite compris la nature de ce quinquennat. C'est un quinquennat de droite authentique. Emmanuel Macron tombe le masque. Et en fait, la différence entre Alain Juppé, s'il avait été élu, François Fillon et Emmanuel Macron, c'est quasiment rien. C'est Jean-François Copé qui lui dit parfaitement. Il met en œuvre aujourd'hui, Emmanuel Macron, les réformes que la droite a toujours rêvé sans oser le faire. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cet hebdo politique où je reçois ce soir Ali Rabet. Alors je le disais, vous êtes aussi élu à l'agglomération de Saint-Quentin, qui vient de se doter d'un nouveau président, Jean-Michel Fourgousse. Un président, vous avez dit, qui est très mal élu. Expliquez-nous ça. De fait, pour que les auditeurs comprennent bien, aujourd'hui, la majorité à l'agglomération, enfin le conseil d'agglomération, c'est 75 élus, issus des 12 communes du territoire. 12 communes, c'est énorme. L'agglomération va de Plaisir à Coignard, en passant par Voisins-le-Bretonneux, etc.
et c'est plus de 230 000 habitants. Donc vous avez 75 élus, la majorité de droite est très nettement devant la petite minorité de gauche, puisque nous avons 49 élus de droite pour 26 élus de gauche. Quand je dis 26 élus de gauche, vous avez compris un élu macroniste, vous voyez, donc ça fait 49, 25, 1. Donc la majorité de droite a les mains totalement libres. Elle dirige 8 villes sur 12 et normalement le président de l'agglomération devrait être élu nettement, clairement, par une majorité de droite, indépendamment des choix de la gauche. Si vous calculez bien, pour faire la majorité sur 75 élus, il faut faire 38 voix. 38 voix, pardon. C'est exactement le score que fait Jean-Michel Fourgou, c'est-à-dire qu'il est élu avec une seule voix d'avance. Si on prend en pourcentage, ça fait 50,6% des voix à l'agglomération. Quand vous avez une majorité qui représente 70% des membres de l'agglomération, il faut s'interroger. Quand vous faites 50% des voix, alors que vous avez un socle de voix de droite à 70%, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce qui a caractérisé l'élection de Jean-Michel Fourgou. C'est une délégitimation d'emblée par sa propre majorité. Je ne parle pas là de la gauche, qui naturellement ne se retrouve pas dans le projet de Jean-Michel Fourgou, y compris dans sa méthode, sa façon de faire de la politique agressive, violente, caricaturale, sectaire, et avec un libéralisme échevelé. Et parfois, on a le sentiment que ces considérations nationales, parfois certains diraient ces délires sur le plan économique, dominent sur l'intérêt des communes de notre territoire. Une agglomération, c'est pas fait pour conquérir la présidence de la République ou pour refaire, je ne sais pas moi, je ne sais quels sommets internationaux sur l'économie. Une agglomération, c'est fait pour refaire concrètement la voirie de nos communes. C'est fait pour s'occuper de culture, de sport. C'est fait pour améliorer la vie quotidienne des habitants de nos 12 communes, dans le cadre d'accords entre des élus de gauche et de droite. Les maires se parlent. Qu'il soit de gauche ou de droite. Alors justement, il dit qu'il veut être le président de tous et il vous propose des vice-présidences à la gauche, vous en particulier. Allez-vous les prendre? Où en sont les discussions? Moi, je ne m'exprime pas là au nom des maires, les maires de gauche et les élus de l'opposition. Oui, c'est pour les maires de gauche qu'il a proposé, c'est ça, les postes de vice-présidence. Il a proposé en tant que tel aux maires de gauche. Ouais. Ça fait déjà quelques années que les maires de gauche dénoncent la façon dont l'agglomération est gérée, de façon sectaire et en excluant 4 villes sur 12. Ce n'est pas les maires de gauche en tant que tels, c'est le fait que vous avez dans cette agglomération 12 communes. Et dans ces 12 communes, il y a des majorités. C'est les Français qui ont voté, les habitants de nos communes qui ont décidé d'élire ici un maire de droite, ici un maire centriste, ici un maire de gauche. Ce n'est ni à Jean-Michel Fourgou, ni à Michel Laugier avant lui, ni à qui que ce soit, de décider de changer tel ou tel maire qui ne conviendrait pas. Une fois élus, ces maires de gauche doivent se mettre autour d'une table et discuter des enjeux qui les concernent en commun, pour trouver des solutions, une méthode de travail, etc. Ce n'est pas ce qu'a souhaité la droite. Je vous rappelle que pendant 40 ans, cette agglomération était dirigée par la gauche. Et pendant tout ce temps, la gauche qui dirigeait majoritairement l'agglomération a toujours associé la droite, les maires de droite, qui ont toujours eu des délégations, des vice-présidences, qui acceptaient de participer tous les jours, et qui avaient des délégations concrètes, tous les jours à la direction de l'agglomération. Depuis 2014, c'est plus le cas. La droite, dans une forme de logique revancharde, en ayant repris le pouvoir en 2014, et encore plus avec l'élargissement à 5 nouvelles communes, a décidé de sortir la gauche et les maires de gauche du tour de table. Il est peut-être temps de se remettre autour de la table, nous le demandons nous depuis 3 ans. Si la gauche devait reprendre des vice-présidences, reprendre des responsabilités, entre guillemets, premièrement, il faudrait que ce soit des responsabilités réelles, sérieuses, avec des délégations qui ne soient pas fictives. Ça, on connaît un peu Jean-Michel Fourgou, donc c'est un peu la méthode. Il peut nous inventer des délégations qui n'ont pas vraiment de contenu, ou des délégations où vous n'avez pas de prise directe sur les services qui travaillent à l'agglomération. Donc ça, on y sera très vigilant. Si des délégations doivent être proposées, elles doivent être avec du contenu, avec une capacité de décision, avec un vrai budget. Et ça ne doit pas entraver non plus la liberté des élus de gauche de l'agglomération, qui doivent pouvoir dire à chaque conseil d'agglomération ou lors du vote du budget, leurs accords et leurs désaccords. Il y en a évidemment beaucoup, il risque d'y en avoir encore plus avec Jean-Michel Fourgou, et de ce point de vue-là, respect de la liberté des élus de gauche, respect de leurs prérogatives, s'ils devaient intégrer un exécutif, c'est nos priorités, et surtout on se parle entre élus de gauche, parce que Jean-Michel Fourgou passe son temps à vouloir diviser les élus de gauche entre eux, c'est sa méthode, mais ça ne fonctionne pas avec 4 maires qui se parlent régulièrement, et des élus d'opposition dans les villes où nous sommes minoritaires, qui sont solidaires des choix de la majorité. Tout à fait autre chose, parce qu'il nous reste peu de temps. Vous avez dit il y a quelques années maintenant une phrase qui a fait mouche, qui est restée, qui vous disait « Ma ville n'est pas Molenbeek », en référence à cette ville de Belgique qui abritait plusieurs terroristes à l'époque. Votre ville, c'est Trappes. Elle a une image qui lui colle à la peau de violence et aussi de terroristes. On parle de jeunes de Trappes qui seraient partis en Syrie. Comment est-ce qu'on est élu dans cette ville et comment est-ce qu'on se bat pour justement changer au niveau national cette image? Déjà, on essaie de regarder la réalité en face avec effectivement ce que vous avez décrit qui existe, ces difficultés quotidiennes, ces départs dans des terrains de conflits extérieurs, c'est une radicalisation qui existe chez quelques groupes. Mais on regarde aussi les réussites.
On voit aussi, je ne vais pas vous citer évidemment la kyrielle de stars réputée, qui porte en bandoulière la ville de Trappes en Yvelines, mais on est une ville étonnante à Trappes. C'est une vraie fierté, un honneur d'être élu dans cette commune. Petite commune finalement des Yvelines de 30 000 habitants, il y en a beaucoup, des communes de 30 000 habitants dans notre département, et toutes n'ont pas fabriqué autant de personnalités connues, reconnues, qui aux États-Unis, à Hollywood, comme sur les théâtres parisiens, font parler d'eux, ou sur les terrains de foot d'ailleurs. Mais en revanche, il y avait fait une face sombre. Et notre travail au quotidien, c'est, comme élus locaux, d'incarner la République. La République dans ce cas-là de fraternelle, dans les libertés et l'égalité qu'elle promet, et également dans la laïcité qu'elle exige et qu'elle doit imposer. Et la République, c'est quotidien, c'est dans les terrains de foot, c'est dans les écoles, c'est évidemment au sein du conseil municipal, c'est dans la salle des mariages, où on célèbre de plus en plus de mariages mixtes. Comme élu, j'en ai célébré encore samedi, on voit la diversité de la ville de Trappes. On n'a pas choisi, il y a 50, 60 ans, d'être une ville ghettoisée. C'est des choix malheureusement que la République a prises il y a très longtemps, qui sont des choix qu'il faut corriger aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile de corriger que de créer les problèmes. Et on agit à la fois dans le renouvellement urbain, dans le dynamisme associatif, dans, je vous le disais, les gymnases, les terrains de sport, etc., pour ce qui concerne ma délégation, pour créer du lien, pour imposer le vivre ensemble, pour faire en sorte que les gens ne regardent pas d'abord leur couleur de peau, leur origine, leur religion, pour se considérer frères et sœurs et considérer qu'ils ont un avenir à construire en commun. Et c'est ça notre travail au quotidien. Et comme adjoint au maire, moi, en tout cas, je m'épanouis dans ce boulot. Oui, vous dites que vous êtes un homme de terrain. Vous dites que les campagnes électorales, d'aller sonner aux portes, ça vous plaît, sûr. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui... Oui, on parlait du Parti Socialiste, on va boucler la boucle. Ouais. Il faudrait que les socialistes, les militants, les dirigeants, les élus aussi souvent, reprennent l'habitude qu'ils avaient il y a quelques décennies maintenant, d'aller toquer aux portes, d'aller voir les gens, de prendre des claques aussi. On prend des claques quand on est un élu local et qu'on va, je vous le dis, il n'y a même pas besoin d'aller toquer chez les gens. Des fois, on va acheter son pain et on se fait prendre par la manche dans la boulangerie par des gens qui nous croisent, qui ont une demande à faire remonter, une critique, une proposition, parfois qui vous remercient aussi. Ça fait du bien d'entendre parfois des remerciements, des choses positives. Notre boulot, c'est d'être des élus de terrain, sinon ça sert à rien. Autant rester chez soi, il y a plein de choses à faire dans la vie, il n'y a pas que de la politique et les mandats d'élus. Mais quand on en fait, autant être proche de ceux qui nous élisent. Alors justement, je voulais finir par ça. Vous avez dit aussi que vous êtes prêt à lever le pied et à arrêter s'il faut. Vous êtes encore jeune, mais vous ne voulez pas devenir un professionnel de la politique. Il ne faut pas que les politiques deviennent des professionnels de la politique. J'ai jamais vraiment compris cette formule. Souvent, d'ailleurs, ceux qu'on fait carrière, tout simplement, on en a vu beaucoup. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de son engagement, y compris de sa carrière, pourquoi pas en politique. Moi, j'observe avec une forme de... Je trouvais les termes sans être trop agressif. J'observe une forme de dépit la trajectoire de ceux qui ont fait 30-40 ans de vie politique, qui ont enchaîné 5 à 6 mandats de parlementaires et qui, au terme de leur vie politique, font et disent... non, Benoît Hamon, il a fait un mandat de député et un mandat de député européen. Il a fait toute sa carrière. Il a fait 30 ans de militantisme politique. Militantisme. Ouais. Mais il n'a pas fait 5 mandats de député. Non, je ne parle pas des mandats, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont qui ont vécu que dans le parti. Cette génération qui a été balayée aux dernières législatives d'ailleurs, et c'est peut-être une bonne chose que ce soit la fin de cette génération. Et le Parti Socialiste, en réfléchissant à sa refondation, doit se demander comment il a permis cela pendant 40 ans. Qui a été élu avec Mitterrand, cette génération quand même, et qui aujourd'hui exerce, jusqu'à 2017 en tout cas, exerçait des responsabilités au niveau national, et qui dit le contraire et fait le contraire des ministres éminents d'ailleurs du précédent gouvernement. Le Premier ministre Manuel Valls, on en parlait, de ce qu'ils pouvaient dire quand ils se sont engagés. Moi, vraiment, mon obsession, c'est dans 6 mois, comme dans 10 ans, comme dans 30 ans, si je fais toujours de la politique, c'est de toujours avoir la cohérence, l'unité intellectuelle et d'avoir la fierté de me dire quand je regarde le miroir que j'ai toujours l'honnêteté qui a caractérisé mes premières années d'engagement. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi à un moment sortir de la politique, aller vers le privé ? C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs avec les nouveaux venus, entre guillemets, d'En Marche. Ça, c'est une bonne chose pour vous ? Ça a toujours existé. Le problème n'est pas tant que des gens fassent des allers-retours entre la politique et le privé. Moi, je suis un très fervent partisan du cumul des mandats en nombre, qui a été voté lors du précédent quinquennat. Voilà un bon point pour le précédent quinquennat. Mais j'aurais aimé qu'on aille encore plus loin, qu'on limite les mandats dans le temps. Les gens qui viennent du privé aujourd'hui, honnêtement, et qui sont députés LREM, quand on voit le résultat, le bilan, les prises d'opposition, franchement, j'ai pas l'impression qu'ils incarnent plus la population que les députés professionnels de l'ancien temps. En revanche, dès lors qu'on décide qu'un député ne peut pas faire plus de 2 mandats, par exemple, ou 3 mandats, on oblige ce parlementaire à garder un pied dans la vie privée, effectivement, à préparer sa suite, à considérer qu'il n'est pas titulaire à vie de son mandat. Et pour oxygéner la vie politique française, je pense qu'il faudra aller plus loin dans le non-cumul dans le temps. Et c'est comme ça qu'on va, entre guillemets, déprofessionnaliser et surtout faire en sorte que les électeurs, quand ils ne sont pas contents de leurs élus, puissent
y compris à travers le fonctionnement des partis eux-mêmes, leur dire stop, ça suffit, on change, sans avoir besoin de complètement renverser la table, mais pour sanctionner ceux qui individuellement, par exemple, n'ont pas les bons comportements. Merci beaucoup, Ali Ravet, d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cet hebdo. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet et le site de Montois, en podcast et en vidéo. Voilà, j'ai fini. Merci à tous et bonne semaine. À dimanche prochain. Au revoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'Hebdo Politique.